Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Une émission un peu spéciale aujourd'hui consacrée essentiellement aux attentats qui ont frappé la France la semaine dernière et à la Grande Marche et aux Grandes Marches, oserais-je dire, qui ont été organisées dans toute la France et dans le monde ce dimanche. Notre invité aujourd'hui est Malek Bouti, député PS de l'Essonne et ancien vice-président de SOS Racisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Michel Urvoy, éditorialiste politique à Ouest France, et Pierre Cotchet, rédacteur en chef adjoint, à 20 minutes, sont aussi avec moi, comme d'habitude. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission. Posez vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #Direct Politique. Malek Bouti, on va commencer tout de suite avec l'énorme défilé qui a eu lieu, dimanche, et on a envie de vous demander tout de suite ce matin et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer ou que doit-il se passer? Je crois que l'attente des Français, faut bien comprendre que ce rassemblement, c'est pas simplement une émotion. Et tout le monde a compris que, au-delà évidemment de ce qu'on a ressenti en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que Français, il y avait la volonté de défendre le pays dans un moment où il est agressé, d'être une solidarité, mais aussi peut-être que les choses changent, que quelque part, ces événements, s'ils ont pris un tel impact, c'est peut-être que malheureusement, ils étaient presque attendus. Qu'est-ce qui doit changer? Ce qui doit changer, c'est que je crois qu'on ressent tous que la particularité de notre pays, c'est qu'on est un pays fort et petit, et donc on a une obligation à être cohérent comme pays. Si on est déchiré, si le débat au sein de la société française est mené que par les extrêmes, par toutes les opinions les plus clivantes, alors rien ne peut avancer. Et par ailleurs, il y a une attente que les responsables politiques, que la République se rétablisse sur tout le territoire, dans beaucoup de dimensions. Aujourd'hui, c'est presque trop tôt pour voir l'ensemble de l'impact de ce qui vient de se passer. L'urgence numéro 1, la sécurité nationale. Urgence numéro 2, contrôler les zones d'où sont issus les gens comme Koulibaly, avec les dangers qu'ils représentent dans la société française. Et puis, tous les déchirements de la République. Mais il n'y aura pas une réponse en une heure à l'ensemble des questions de la société. 15 jours. Bien sûr. On va revenir sur différents aspects. On a eu l'impression dimanche que c'était le peuple français qui s'adressait pour une fois aux élus et non l'inverse. Du point de vue politique et du point de vue du PS que vous représentez, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un parti politique au pouvoir, mais ça vaut aussi pour l'opposition, est prêt à changer un certain nombre de comportements, de pratiques politiques? Je vais vous raconter une anecdote. Ça s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale en présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Nous étions un séminaire de rentrée qui était prévu de députés socialistes. Ça fait des années que je fais des réunions politiques, j'en ai vu de toutes sortes. Il s'en est passé des événements depuis. Jamais j'avais vu une réunion comme ça. Parce qu'on avait la superposition de responsables, d'élus, mais aussi d'individus, pour la première fois, comme si une carapace avait craquelé. Comme Donc si les pas gens... de posture. Non, aucune posture, pas de courant, pas de petites phrases, pas de « je dis quelque chose, il faut comprendre », pas de « je fais des phrases creuses ». C'était des interventions courtes, c'était souvent des témoignages poignants, directs, des questionnements, des observations sur ce qui se passait dans les circonscriptions. Je pense qu'il y a une prise de conscience, donc la responsabilité politique, elle est énorme. Je veux dire, jamais les gens les élus n'ont jamais autant senti ce que le terme élu voulait dire. Et disons les choses clairement, même dans le comportement des citoyens, ce qui m'a frappé, c'est que toute cette manière de montrer du doigt la classe politique, parfois pour des bonnes raisons, toute cette défiance, quelque part, je ne dis pas qu'elle a disparu, mais elle s'est estompée. Les choses se sont un peu remises à l'endroit du plus haut niveau de la République, du président de la République, le gouvernement, l'ensemble des institutions judiciaires, policières, les élus. Le pays a compris qu'il y avait quelque chose à faire et donc le sens de la responsabilité est énorme. Voilà, donc cette réunion, elle a montré qu'il y avait maintenant changé, ça voulait dire pas recommencer comme la dernière fois, c'est-à-dire pas gérer une émotion puis se dire l'actualité va suivre. Justement, il y a eu dimanche un grand moment d'unité républicaine. Est-ce que vous pensez que c'est amené à durer ou est-ce qu'il n'est pas déjà fini avec un certain nombre de petites phrases, de postures entre droite et gauche? Est-ce que ce moment d'unité républicaine peut durer? Je vais vous dire sincèrement les choses. Si on veut être digne de ce qu'est l'histoire de France, on ne va pas devenir un pays de gens qui vont tout d'un coup être d'accord sur tout, qui vont parler sans jamais hausser la voix. Il y a un caractère français. Et qui date même au-delà de la République, des Gaulois et de leur capacité à se diviser. Jean-François Kahn l'explique bien dans les derniers ouvrages qui racontent la création de la France. Mais
on doit superposer deux choses. Je crois qu'en ce qui concerne les enjeux de sécurité nationale, c'est-à-dire la protection du pays, et les domaines dans lesquels une action au sein du territoire doit être menée, je crois que ces enjeux-là doivent être traités un peu à part du monde politique habituel. De manière non partisane, c'est ça? De manière non partisane, c'est-à-dire sous la responsabilité du président de la République, des principaux responsables de l'opposition. On doit trouver une formule pour que ce travail soit mené pour faire passer un message aux ennemis de la France, aux ennemis de la démocratie. C'est que même si on est amené, c'est normal, à reprendre les polémiques, à reprendre les débats et à faire vivre la démocratie, parce que les gens le veulent aussi, ils ne veulent pas qu'on change la France, ces sujets vont être traités dans un consensus. Et qu'importe qui gagne les élections, en attendant, les décisions prises seront suivies des faits. En attendant, Malek Bouti, toujours sur le discours, Dieudonné qui se dit Charlie Koulibaly dimanche soir après la manif, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que l'ancien ministre de l'Intérieur devenu Premier ministre, Manuel Valls, avait eu tout à fait raison dans l'analyse de ce qu'il faisait. Est-ce que c'est pas lui donner une tribune? Absolument pas. Je vais vous dire, pour l'instant, c'est peut-être ceux qui pensent qu'il lui donner une tribune. Je vais vous dire des choses qui sont difficiles à entendre. Mais aujourd'hui, il se déplace dans un certain nombre de villes où il fait des sales combles. Malgré le caractère nettement, et y compris dans la période actuelle, limite des propos qu'il tient, même en pleine terreur en France, cet homme-là est capable de tout et de n'importe quoi. Donc je pense que ça prouve que la liberté d'expression qu'on défend, elle a un cadre. Elle s'appelle la loi. C'est-à-dire, vous pouvez tout dire jusqu'au moment où vous voulez déchirer ou vous en prendre à d'autres. Et voilà. Mais ce n'est pas le cœur de l'actualité, soyons sincères. Alors on va essayer de parler du fond et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on n'a pas voulu commencer par la sécurité, on a voulu commencer par le vivre ensemble, continuer sur cette idée de vivre ensemble. Et on a pas mal de questions d'internautes qui nous sont arrivées. Par exemple, celle de Yanis que je vais vous poser. Il vous demande pourquoi ne pas convoquer des états généraux où les représentants religieux, politiques, syndicaux, associatifs viendraient réfléchir tous ensemble à un nouveau pacte républicain. C'est une très bonne analyse qu'a Yanis. Parce que je crois aujourd'hui que le stade numéro 1 avant l'action, c'est libérer la parole en France. Et vous êtes journaliste et vous savez très bien qu'il y a un sentiment extrêmement profond, et ce qui est très intéressant dans toutes les parts de la société française, les gens disent il y a une vérité qu'on nous cache, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des mots qui ne sont pas mis dans l'espace public, qui circulent hors de l'espace public et qui finissent par finalement exploser. La prise de parole de toutes les catégories de la société française est devenue indispensable. Moi, par exemple, et je pense comme vous, comme d'autres Français, on est curieux de savoir qui sont ces gens qui disent qu'ils veulent vivre comme au temps, par exemple, du prophète au sein de la société française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire dans leur rapport à la loi ? Il faut les écouter, il faut qu'ils prennent part au débat. Écoutez bien, ce sont des gens qui vivent en... Moi, j'ai envie d'entendre tout le monde. J'ai envie d'entendre les gens, même les plus extrémistes, tout le monde. Mais j'ai envie d'entendre les profs, ceux qui travaillent dans les quartiers de banlieue. J'ai envie d'entendre les gens qui vivent dans les zones rurales. Pour la première fois ces derniers mois, les djihadistes ne viennent pas que des zones urbaines et des grandes villes. On en voit issus des petits villages. J'ai envie d'entendre ces Français qui se sont convertis et qui ont une vision extrêmement radicale de la religion. C'est un phénomène qui n'est pas marginal. On pense même aujourd'hui que le leadership, entre guillemets, des djihadistes français va être fait par des convertis, pas du tout par des gens qui ont des origines musulmanes. Donc, la libération de la parole est devenue un enjeu important. Mais libérer la parole, l'écouter, ça ne veut pas dire se plier à ce que les gens veulent. C'est après en tirer des conclusions pour réorganiser l'espace public et réaffirmer des valeurs. Et en particulier, il y a une question qui est centrale dans ce vivre ensemble. C'est la question de qu'est-ce que la laïcité aujourd'hui dans la société française. La part du religieux dans le privé, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire au concret ? Deuxième élément très important, moi c'est un de mes sujets, je crois, très important, c'est la question de ces cités, de ces ghettos, qui sont en train de déchirer, de briser la République. Sur un plan politique, Nicolas Sarkozy, hier matin, a proposé que le président de la République réunisse un groupe de travail bipartisan. Je crois d'ailleurs qu'on s'oriente même vers quelque chose de commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les groupes politiques, avec leurs différences, peuvent travailler ensemble sur une question comme celle-là ? Doivent travailler ensemble ? Ce qui m'a extrêmement frappé, c'est que, il faut le dire, le comportement de l'ensemble des dirigeants politiques français était digne et exemplaire. Moi, j'ai été frappé par le fait que, alors que tout le monde s'attendait à ce que très rapidement se montre du doigt, que certains... Il y a eu, je crois, un sens des responsabilités extrêmement fort. Bien sûr, dans nos institutions, président de la République, Premier ministre, gouvernement, ministre de l'Intérieur,
La gauche rassemblée, mais la droite aussi. Est-ce qu'une réunion politique suffit, même si elle est Pas une transpartisane? réunion, il faut un travail permanent. Il s'agit d'une lutte permanente. Imaginez, soyons très concrets, s'il n'y a pas ce travail en commun, s'il y a des élections qui approchent, vous arrivez avec des propositions à l'Assemblée nationale, parce que c'est le jeu de l'opposition. On va vous contester, ces lois ne vont pas passer, les mesures ne vont pas prendre. Et d'autres vont se dire, mais moi, pourquoi? Moi, je vais dire à d'autres, non, mais moi, je serai plus dur, moins dur. Et on crée une capacité à nos adversaires à ce moment-là de rentrer au cœur de la société française. Y compris avec le Front National? Quand le Front National est représenté dans des institutions, là où il est élu, il a le droit d'y participer. Donc on n'exclut personne. Mais il faut bien comprendre une chose, il s'agit de la défense du pays, pas de la défense d'un parti. Malek Bouti, est-ce qu'il faut, comme plusieurs responsables le souhaitent, une instance des imams qui pourrait ressembler à la conférence des évêques de France, ça circule depuis hier, et qui habiliterait ou refuserait leur habilitation à des imams en fonction de leur discours? On parle beaucoup de cette question depuis hier. On a aussi un internaute, Balian 06, qui vous dit: quand prendra-t-on conscience qu'il faut véritablement un islam de France structuré qui parlera d'une même voix et qui fera l'exégèse du texte? Vous savez, quand Napoléon a impulsé le consistoire judaïque de France et qu'il a voulu une organisation et un interlocuteur des Juifs de France, on raconte qu'ils ont été enfermés dans une salle, juste qu'ils se mettent d'accord pour qu'ils soient obligés de sortir une institution. Je veux dire par là qu'à cette époque, on faisait des choses comme ça. Aujourd'hui, par rapport à la situation, mon point de vue est le suivant. Je ne crois pas que le rôle de la République, le rôle des institutions, soit de dire à des croyants, quelle que soit leur religion, ce qu'ils ont à croire. Qu'est-ce qui est bon de croire, qu'est-ce qui n'est pas bon de croire. Mais de leur dire qu'il faut s'organiser pour qu'il y ait une hiérarchie. Mais pour qu'une hiérarchie, et là on a affaire à des religions qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de clergé, il ne faut jamais l'oublier. Cette hiérarchie, je pense qu'elle doit s'organiser par la prise de conscience des musulmans qui vivent en France eux-mêmes. C'est leur responsabilité. Dans les tâches qui incombent à chaque Français à la sortie de cette crise, les musulmans de France, je parle pour ceux qui sont pratiquants, pas de culture musulmane, pour ceux qui pratiquent leur religion, doivent tout faire pour se protéger leur groupe religieux de l'influence de ces extrémistes. Les habilitations d'imams, excusez-moi, mais c'est un concept auquel je crois peu. Parce que quoi? Quelqu'un va des musulmans de France. Mais quelqu'un va venir, va tenir un discours, officiel extrêmement plat et correct, et puis par derrière va tenir d'autres propos. C'est les croyants eux-mêmes qui contrôlent leurs imams. C'est ni une instance, ni des autorités officielles. Donc oui, il y a besoin de l'émergence d'un islam tolérant, mais il faut savoir une chose. Ces terroristes, ces islamistes, comme je les appelle, ces islamo-nazis, il faut savoir une chose. Dans le monde, et comme dans d'autres pays, ils s'en prennent, leurs premières victimes sont des musulmans. Ils terrorisent le monde musulman. C'est par milliers. Rappelez-vous d'une chose. 3 semaines avant les attentats de Paris, ces gens-là sont rentrés dans une école où il y avait des enfants au Pakistan et ont assassiné plus de 120 enfants dans une école. Donc, les musulmans sont sous la terreur. Ils ont besoin de la République aussi pour sortir de cette impasse. Et pour revenir justement en France, est-ce que vous pensez, comme Nicolas Sarkozy, que l'immigration complique le problème? La crise économique complique le problème. La panne de l'Union européenne complique le problème. L'espace Schengen qui n'est pas totalement terminé et les fluidités au travers des frontières compliquent le problème. Il y a beaucoup d'éléments qui compliquent le problème. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est plus, quand je dis on n'est plus dans le temps d'avant, je ne vais pas sauter sur cette phrase en disant « Ah, Nicolas Sarkozy, l'immigration qui est à l'amalgame ». C'est un des éléments, il n'y a pas de tabou, pourquoi pas? Aucun sujet doit être... C'est un des éléments, l'immigration. Mais évidemment, si vous n'avez pas une politique migratoire organisée, si vous n'avez pas, comme dans d'autres pays, des candidatures qui sont traitées en amont, etc., eh ben, y a tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas faux. Remettre en ordre la politique migratoire française est un des éléments. Redonner une cohérence du territoire est un des éléments. Ne plus laisser se constituer ces ghettos et ces cités est un des éléments. Il n'y a pas de sujet tabou. On va avancer. J'ai plusieurs questions à vous poser qui concernent le Parti Socialiste. On a Olivier Arras qui vous dit « Bonjour, beaucoup de larmes de crocodile ce dimanche chez nos dirigeants. Ne pensez-vous pas qu'en tant que membre d'un courant de pensée à gauche, vous avez votre part de responsabilité ?» On a aussi Patrick qui nous dit qu'Amédi Koulibaly a grandi à Grigny et qui vous demande, qui est votre circonscription, hein, je le précise, et qui vous demande que fait la majorité de gauche depuis 2012 à Grigny, depuis que vous êtes élu,
pour redresser ces quartiers qui souvent sont frappés par la misère, l'insécurité et le chômage. Est-ce que le PS, plus généralement, a une responsabilité dans ce qui vient de se dérouler? Personne ne sortira indemne d'une introspection. Si on commence le nouveau processus en commençant à dire que ceux qui ont fait une faute, c'est les autres, on fait une erreur. Et je vais même vous dire une chose. La bonne pédagogie, c'est de commencer par tirer le bilan dans son propre camp et de balayer devant sa propre porte. Bien sûr que la gauche a fait l'effort. Vous avez souvent dit que la gauche vivait dans le passé, que le PS était un peu goodbye Lénine, les années 70. Est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine forme? Il n'y a pas eu de prise de conscience. Mais écoutez, je vais même aller plus loin. Je viens de SOS Racisme. SOS Racisme a fait une faute. On peut même la dater. On a fait une faute en 89 au moment de l'affaire du voile à Creil, il y a très longtemps. Première affaire où cette question de l'islam est venue dans le paysage politique. Nous avons fait une faute de défendre des concepts de démocratie qui n'avaient pas leur place. Nous aurions dû être dans le camp de ceux qui étaient implacables sur la laïcité. Donc, mais dans le camp de ceux qui voulaient interdire le voile. On n'avait pas compris, peut-être, à l'époque, tout ce qui allait se dérouler. Les fautes se sont accumulées. La gauche a fait des fautes, la droite a fait des fautes. Mais on ne va pas les expier aujourd'hui. Il faut balayer, il faut les reconnaître. C'est lourd comme constat aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, de dire que ce racisme a une responsabilité, que la question du voile n'a pas été traitée correctement. Mais pourquoi je le dis? Je le dis pour que mes propos, en tant qu'élu de la République, quand je pointe tel ou tel dysfonctionnement, ne soient pas vécus comme une manière de mettre en cause les autres. Je balaye devant ma propre porte. Ça me permet aussi, je pense, en tant qu'élu, de pouvoir évoquer. Deuxième aspect, sur Grigny, sur ce qui s'y passe et pourquoi cet homme-là a surgi de ce quartier. C'est pas un hasard. 40% de chômage dans un quartier de bien Grigny, sûr, c'est le chiffre qui circulait hier. Bien sûr, énormément de misère, mais il n'y a pas que de la misère. Ça n'explique pas tout. Les questions sociales n'expliquent pas les meurtres, n'expliquent pas l'instinct meurtrier. Les gens qui vivent dans la difficulté, dans la misère, ne deviennent pas tous des djihadistes et n'ont pas tous la haine. Alors justement, il y a peut-être d'autres causes, Michel. Alors, il y a la question urbaine, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure. C'est frappant quand même de voir dans ces quartiers la ghettoisation qui s'accélère, des gens originaires du coin, du quartier, de la ville, qui fuient ces zones-là, des familles qui ne se rencontrent plus pour des anniversaires d'enfants à cause de la couleur de peau ou de la religion. Est-ce que ces quartiers ne sont pas à reconstruire? Est-ce que ce que Jean-Louis Borloo avait tenté, même réussi d'ailleurs, à travers l'ANRU, est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être repris, étendu, généralisé? Quelle est votre réflexion là-dessus? Ma réflexion, elle est extrêmement claire. La République, au moment de sa fondation, au moment où les Français ont fait la Révolution, quand leur première constitution a été organisée, Saint-Just, à l'époque chargé entre autres d'élaborer la première constitution de la République française, avait mis sur pied les départements. Et vous êtes bien placé pour savoir que les départements recoupent très peu les réalités historiques souvent des territoires. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'idée de dire, quand on veut construire une nation moderne, le territoire est la base de l'identité. Si les gens ne sont pas mélangés, si les gens ne vivent pas ensemble, leur mentalité petit à petit s'écarte et deviennent alors voilà. adverses. Mais alors concrètement, on fait quoi par rapport à une situation comme ça? Concrètement, la politique de la ville, elle a produit quelques petits effets, mais elle est aujourd'hui, par rapport à certaines zones, trop en deçà des enjeux. Et en particulier, et c'est mon analyse pour une ville comme Grigny, mais d'autres, dans la région parisienne, lilloise, lyonnaise, marseillaise, etc. Il y a un certain nombre de villes et de quartiers qui ne peuvent plus être gérés que par des élus locaux. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est comme ça, tout parti politique confondu. Et je suis net et je ne veux pas jeter la pierre, mais quand même. Pour être élu et pour avoir des voix, on discute avec n'importe qui. Et finalement, le communautarisme, il en arrange bien certains. Parce que clientélisme, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais évidemment, pas clientélisme, une mécanique électorale, simple. Vous recevez le représentant de telle communauté, vous prenez des voix. Et les Républicains... Est-ce que le financement des associations, par exemple, ne vient pas renforcer ça? Je veux dire, les associations ne sont plus financées, elles ont disparu face à ces nouvelles forces qui sont en train d'apparaître. Les associations, elles étaient impertinentes. C'est plus elles qui posent un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit se réinvestir. Moi, je suis pour la mise sous tutelle d'un certain nombre de zones par une gestion directe de l'État, sans qu'il y ait de possibilité d'influence locale sur les politiques publiques. Premièrement.
Deuxièmement, Donc plus de représentativité locale dans Si. certains territoires. si, mais pour traiter des sujets, je dirais qu'ils ne sont pas essentiels. Je ne crois pas aujourd'hui que ces municipalités ou que ces élus locaux sont en capacité de lutter contre ces phénomènes. La première chose. La deuxième chose, il faut le retour d'un ordre social et politique strict dans ces quartiers. Dans des quartiers où vous voyez des enfants en très bas âge traîner la nuit, à un moment ou un autre, cette situation va produire des déviances chez ces individus extrêmement graves. Dans ces quartiers où on voit par exemple dans certaines zones un communautarisme organisé, pas celui de gens qui se retrouvent malheureusement enfermés dans ces quartiers, autour de gens religieux, des salafistes dans certaines zones, qui interdisent la vente de porc dans les magasins, qui obligent les gens à faire le ramadan, mais où est-ce qu'on en est? Là, il faut que l'État réintervienne. Et la troisième chose... Et dans les écoles où on refuse de faire la minute de silence? La minute de silence, où on a des mauvais comportements, où la violence est omniprésente, parce qu'il faut bien comprendre une chose dans ce combat à propos de ces quartiers. Moi, je considère que combattre les extrémistes religieux, c'est une chose qui est largement à la portée de notre pays. Ça peut être dur, mais on peut y arriver. Mais ce qu'on ne doit pas faire, la faute c'est de leur donner une armée de réserve avec ces ghettos. Et c'est ça le vrai danger. Donc ça veut dire que les moyens et le calendrier, il ne s'agit pas de parler de ce qui va se passer en 2050. Dans les 5 à 10 prochaines années, on doit avoir au moins réglé ce problème de ces cités, y compris par des décisions d'autorité de l'État. L'armée de réserve, ça serait la jeunesse. Il y a quelques années, vous avez prôné l'investissement des jeunes dans la lutte politique, dans le syndical, associative, pour éviter leur marginalisation. On voit que ça n'a pas été le cas et on voit que certains ont préféré un autre investissement, plutôt celui du djihadisme. Pourquoi? Quand je dis qu'il faut balayer devant sa porte, qu'est-ce qui les attire? Tous les propos doivent être importants. Vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas été le cas pour tous. Vous ne pouvez pas généraliser. Si vous dites ça, inconsciemment par vos propos, vous portez une image du pays et vous aggravez le mal. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui, dans les enfants qui viennent de l'immigration, musulmane ou non, deux catégories, on le voit bien. Une que vous avez vue dans les manifestations, soit qui vit encore dans les banlieues, soit qui n'y est plus, mais de gens qui se sont émancipés, musulmans ou pas, qui sont rentrés dans le processus républicain. Et vous avez des noyaux qui, eux, au contraire, se sont détachés de la société, non pas à travers la religion, parce qu'il faut dire les choses, mais à travers la violence et le gangstérisme. Et c'est ce nouveau syncrétisme entre gangster et islamisme qui crée les Koulibaly. Koulibaly, c'est d'abord et avant tout un voyou qui est monté en puissance jusqu'à trouver une jonction dans ces milieux. Et c'est pas un hasard. Les milieux islamistes se financent par le trafic de drogue, la prostitution, par toutes les déviances et ont des alliances avec... Et donc le danger, c'est de laisser ces milieux criminels et ces milieux islamistes faire une jonction dans ces quartiers. Les milieux criminels ont déjà réussi à imposer une forme de terreur, imaginez avec cette alliance. Donc on voit pourquoi il faut d'abord, avoir confiance à ceux qui s'engagent. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont élus locaux, qui participent aux services publics, etc. Donc pas de généralisation. Et 2, briser ces quartiers et s'en prendre à ce cœur, je dirais, délinquant qui est une armée de réserve. Malek Bouti, je voudrais reposer quelques questions d'internautes. Alors je vais en poser 2 qui n'ont pas forcément de lien. On a Felberg sur Internet qui vous demande « Nous n'avons pas vu ni entendu SOS Racisme. Vous allez nous dire, si vous confirmez, durant toutes ces tragédies, comment l'expliquer ?» Non, ils se sont exprimés. Je pense qu'on n'a pas entendu toutes les organisations, mais à mon souvenir, et j'en ai même moi la preuve, mais il n'y a pas la moindre association de pétanque en France à participer à la mobilisation nationale. Personne n'a. Donc ils ont participé comme tout le monde. Bien entendu, ils se sont exprimés clairement. Sur vos propos, on a un autre internaute qui vous dit que vous avez parlé d'une forme de nazisme, vous le disiez tout à l'heure, ou d'islamo-nazisme sur iTélé, qui semble aujourd'hui séduire certains jeunes, comme les frères Kouachi ou Ahmedine Koulibaly. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux? Est-ce que le mot n'est pas un peu fort? Est-ce qu'on peut vraiment comparer le nazisme et le fondamentalisme aujourd'hui? Ne serait-ce que sur le fond, finalement, même si les deux mouvements sont très dangereux, attention, évidemment. Il faut faire la part des choses. Les gens qui ont des visions de leur foi ou de leur conviction religieuse extrêmement radicales, c'est une chose. Les gens qui assassinent, les gens qui sont antisémites, les gens qui tuent des juifs parce qu'ils sont des juifs, les gens qui veulent attaquer des écoles juives, ce sont des nazis. Pourquoi je dis le mot nazi? D'abord parce que je pense que transformer ce qui est en train de se passer en guerre de religion, c'est tomber dans leur piège. Je l'ai dit, ce sont des gens qui tuent énormément. Vous assumez vos oui, propos, mais vraiment, il y a un lien entre les deux. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a un lien entre les deux. Parce que là où c'est comparable aux nazis, c'est que, je vais vous donner une hypothèse. Demain, vous leur donnez l'Irak, la Syrie, tout le Moyen-Orient. Et vous dites, on enlève nos soldats, on vous laisse tranquille. Vous croyez qu'ils vont arrêter de nous agresser?
Vous croyez qu'ils vont arrêter de venir poser des bombes? Vous croyez qu'ils vont arrêter d'être antisémites? Vous croyez qu'ils vont laisser les démocraties en paix? En fait, non. Ils ont un projet totalitaire mondial. En cela, ils sont les descendants des nazis. C'est un projet totalitaire. Mondial. Un Donc, projet donc totalitaire il n'y a mondial. rien à voir avec la religion là-dedans. Laurent Fabius propose qu'on bannisse le mot d'islamisme parce que ça crée un lien automatique avec la religion. Lui, il parle de terroristes tout court. Comment il faut les nommer alors? Non, mais moi, j'ai Il a choisi- raison ou pas? Non, mais terroriste, là aussi, je pourrais dire, terroriste. Vous savez ce que disent ces gens-là? Terroristes, mais les Français résistants étaient appelés terroristes par les Allemands. On peut jouer avec les mots. Alors moi, j'ai dit, il y a... Il faut des- qualifier Non, ce terrorisme. ce c'est que pas vous nous dites. jouer, c'est trouver le mot qui empêche les amalgames. Bon, c'est l'islamo-nazisme. Voilà. Là, je crois que tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Malek Bouti, on voulait terminer cette émission sur un chapitre sur la sécurité. Vous êtes membre de la commission de la défense, donc c'est quand même relativement lié. Outre les racines du mal, la question de la sécurité immédiate, là, dans le pays, est posée désormais. Est-ce qu'il y a eu d'abord une faille dans le suivi des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly? Quand le Premier ministre s'est exprimé en disant que quand on vit un tel drame dans le pays, on ne peut pas dire tout s'est bien passé, tout va bien. Il est en responsabilité. Maintenant, je crois que, et ça me semble être extrêmement consensuel dans le pays, si la faille qui a amené ça, elle est que du côté des services de sécurité, et elle devient, pour les responsables politiques, la recherche d'un bouc émissaire, en disant quel agent, quel service, quel mécanisme n'a pas fonctionné, ce serait une erreur. Deuxièmement, est-ce qu'il faut des dispositifs légaux supplémentaires? Sûrement, on a quelques sujets à traiter. On ne peut plus laisser les prisons, j'ai une grande prison dans ma circonscription, Fleury-Mérogis, que j'ai visitée il n'y a pas très longtemps, on ne peut plus laisser les prisons devenir les pouponnières des futurs djihadistes. On va y venir sur les Donc, propositions sur les prisons. Voilà. On va y venir. Et troisièmement, comment on va traiter les Français qui sont partis en guerre dans des zones de guerre et quels vont être le retour? On a une série de questions. Mais, je crois, et j'en suis témoin, les services de sécurité en France, l'ensemble des services de la police et extérieurs font un travail admirable. Moi, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Et ils ont sonné la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois, y compris à la Commission de la Défense nationale, non pas pour dire on n'y arrive pas, mais pour dire attention, si on veut bien travailler, tout surveiller, il y a quand même un moment, il faut couper la pompe au djihadisme. Et donc on partage le travail. Les services de sécurité font leur part de travail, la nation doit faire la sienne. Sinon, on n'y arrivera Couper pas. la pompe, vous visez des pays qui financeraient le terrorisme. On a beaucoup parlé du Qatar aussi hier, de nos Écoutez, relations avec le Qatar. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si le président de la République, si Nicolas Sarkozy, si beaucoup de responsables français se sont rendus au Qatar, c'est peut-être que s'ils avaient des informations comme quoi c'était des pays qui en voudraient un autre, ils n'auraient pas fait ce type de On voyage. a un internaute qui demande s'il faut sanctionner le Qatar. Je pense qu'on a affaire à des problèmes dans l'ensemble de ces pays d'individus qui financent le djihad. Mais pas l'État. Je ne crois pas. Ou sinon, vraiment, je serais extrêmement surpris de voir, par exemple, le principal responsable de l'opposition, il y a encore quelques jours, être là-bas auprès des élus. Donc, faut être sérieux, il faut arrêter. C'est toujours facile, on n'est pas dans un film. S'il y avait un responsable et qu'il suffirait, grosso modo, d'aller le dézinguer, on serait tranquille, ce serait tellement facile. Malek Bouti, vous avez évoqué tout à l'heure les prisons. Je voudrais qu'on précise un peu les choses. On voit bien que sans l'encellulement individuel, on n'arrivera pas à empêcher ce prosélytisme. Il y a l'armée, on va mettre 10 000 hommes, on est en train de mettre 10 000 hommes supplémentaires, mais l'armée a des moyens limités et un budget qui était déjà très limite avant ça. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des reconsidérations budgétaires importantes à faire dans les jours, dans les semaines qui viennent? J'évoquais la mise sous tutelle d'un certain nombre de quartiers. Ça va demander des choix budgétaires. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir une présence de sécurité, si vous voulez qu'il n'y ait plus un seul enfant dans les rues, si vous voulez faire que l'ordre républicain revienne devant, que les écoles fonctionnent, que les logements soient propres, que la sécurité... Il y a des choix budgétaires en matière de sécurité. Oui, tout ça, il y a des choix budgétaires. Mais c'est des choix budgétaires, à mon avis, qui sont d'une autre teneur que le débat sur les déficits. Là, je crois qu'on aura un consensus dans le pays. Si on est capable de décider ensemble, opposition et majorité, d'un certain nombre de mesures, si on les explique clairement et si on les applique, les Français nous soutiendront. Le gouvernement travaille sur une nouvelle loi, sur le renseignement, Oui, une bien loi sûr. apportée par Jean-Jacques Urvoas très bientôt. Est-ce que parmi les mesures, il faut armer plus lourdement les policiers, notamment ceux qui sont chargés de la sécurité des personnalités ou les policiers municipaux? Vous savez, sur les questions de sécurité, j'entends et je lis beaucoup de choses qui sont dites. On a des gens extrêmement compétents. Extrêmement compétents. Donc, ils sont armés, ils savent Pas que les faire. policiers municipaux.
Justement, c'est un des grands débats, Oui, mais- puisqu'une policière municipale a été abattue à Montbéliard. Bien évidemment, mais vous savez, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et ressembler à des pays qui aujourd'hui ont des problèmes de circulation d'armes en leur sein phénoménal. Il vaudrait mieux lutter A contre... fortiori, nous avons des problèmes de circulation d'armes Voilà, mais en France. pas de la même nature. On n'a pas 2 armes pour un habitant comme aux États-Unis qui circulent dans le pays. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord, à mon avis, plutôt que savoir qui on va armer, commencer par désarmer ceux qui ont des kalachnikovs dans un certain nombre de quartiers. Ça me paraît être une priorité. Alors beaucoup de responsables demandent aussi de renforcer les moyens des services de renseignement. Et il y a un mot qui est utilisé par Valérie Pécresse et par beaucoup d'autres. C'est le Patriot Act américain qu'on pourrait adapter en France avec des mesures d'exception pour les terroristes, des écoutes automatiques sans autorisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes favorable à une mesure de ce genre? Moi, je suis favorable à toutes les mesures qui permettront de protéger le pays, et le vrai pays qu'est la France, c'est-à-dire un pays de liberté. Et donc, je suis comme tous les Français. Il y a un équilibre et une intelligence à avoir, et c'est pour ça qu'il faut travailler en commun, entre protéger nos libertés et en même temps combattre nos ennemis. Pourquoi? Parce que il faut une motivation à nos soldats. Je veux dire, n'oubliez jamais pendant qu'on parle ici, pendant qu'on a subi ces... Nous avons des jeunes Français et Françaises dans le monde qui affrontent nos ennemis, militairement parlant. Qu'est-ce qui les motive? La défense des libertés dans leur pays. Est-ce que c'est toujours les le libertés modèle. de permettre des écoutes sans autorisation, des perquisitions sans autorisation, des détentions à durée indéterminée, je Bien. dirais? C'est ça le Patriot Act aux États-Unis. Bien entendu, mais vous le premier en tant que journaliste, si vous découvrez que vous êtes écouté par quelqu'un, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe? Si vous doutez, donc il faut cadrer ça. Et l'autre chose, et moi il n'y a pas de langue de bois parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. Tout ne doit pas être raconté sur la manière de lutter contre le terrorisme. Voilà, moi je l'assume. Tout ne doit pas être raconté. Donc là, vous êtes en train de poser la question des médias, et notamment de l'Internet ou de l'information en continu. Sur l'Internet, comment vous voyez, est-ce qu'il faut interdire? Comment peut-on surveiller ce qui s'y dit, les mots qui font du mal et qui font prosélytisme, et puis aussi les réseaux qui s'organisent concrètement, qui permettent d'organiser des actions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre tout Internet sous surveillance au niveau national, international, parce que c'est un problème nouveau aujourd'hui. Il ne se posait pas il y a 20 ans dans les précédents attentats. Bien entendu. Mais vous savez, comme on l'a dit précédemment, ces événements soulèvent des sujets extrêmement profonds dans la société. Sur Internet, nous découvrons une chose. Nous n'avons aucune autorité, tous les pays européens, sur l'Internet. Il n'y a aucune souveraineté numérique en Europe sur l'Internet. Vous dépendez de sociétés américaines, pour la plupart d'entre elles, donc vous n'avez aucun contrôle. Aucun contrôle. Je veux dire, si un djihadiste ouvre un compte Facebook ou quoi que ce soit, si vous voulez, la France peut décider de rien. Elle est obligée de demander à des sociétés américaines leur bon vouloir. Elles-mêmes sont prises dans leurs propres règles et leurs propres préoccupations. Il y a une solidarité. Faut être honnête, même chez Twitter, même ces sociétés ne sont pas irresponsables, c'est pas ce que je dis. Mais nous n'avons pas de souveraineté numérique. Et nous découvrons aujourd'hui qu'Internet... Internationale, il faudra se coordonner d'ailleurs. Non, pas international. Avec les États-Unis. Non, je suis très clair dans mon propos, pas international. L'Europe doit pouvoir avoir son propre maîtrise du réseau Internet et sa propre capacité à gérer Internet. Nous sommes dépendants des autres. Donc la régulation sur Internet, ce n'est pas l'interdiction, c'est d'abord la maîtrise. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de décider de la maîtrise des contenus d'Internet parce que l'ensemble de l'Europe est dépossédée de sa souveraineté sur l'Internet. Mais c'est un sujet qui devrait être traité. Voilà, pour conclure, on voulait vous demander si ce nouveau climat politique permettra dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir d'aborder des questions ou en tout cas d'employer des arguments qui avant étaient plutôt tabous à gauche ou tabous à droite. Est-ce qu'on pourra échanger, disons, dans un climat plus serein entre majorité et opposition? J'ai 2 choses à dire. La première, c'est que je voudrais dire que ce qu'on a vu dimanche, c'est la France, c'est la République, mais c'est surtout une chose importante. Vous avez vu dans les rues les gens que vous n'entendez pas justement sur Internet, sur les plateaux de télé. La France modérée, de droite ou de gauche, de gens qui savent maîtriser leur langage, qui pensent que les idées les plus radicales ne sont pas les plus justes, qui savent qu'il n'y a jamais de vérité. Cette France paisible n'est pas une France faible. C'est pour ça qu'elle est sortie. Ça veut dire quoi? 1, il y a une force de la démocratie.
Deuxièmement, et c'est extrêmement important, il y a un discours où il faut dire à l'opinion publique et aux Français une chose suivante. C'est qu'il ne faut pas tomber dans le traumatisme. Nous sommes un pays fort. Nous sommes un pays avec des réserves extrêmement importantes en matière de sécurité, en matière économique, en matière humaine. Et que il y a aujourd'hui, il ne faut pas promettre l'impossible, dire tout va changer, je vous promets la main sur le cœur. On aura nos difficultés, on retombera dans des travers, bien entendu. Mais qu'il ne faudra pas oublier la journée de dimanche. Pas simplement comme souvenir, mais comme promesse qu'on s'est fait individuellement. Et ça demande des changements. Vous savez, on interpelle beaucoup le politique, c'est tout à fait normal. Mais moi, je vais vous dire une chose, j'interpelle aussi les citoyens dans leur comportement. On ne tape pas à la porte d'un député pour juste avoir un logement, juste pistonner son fils ou je sais pas quoi. Des fois, on aimerait que quelqu'un vienne taper en disant « Bonjour monsieur, comment je peux aider mon pays ?» Tout le monde doit aujourd'hui, d'un certain point de vue, enlever un masque et une posture consumériste pour redevenir un citoyen. Mais au fond, est-ce que pour François Hollande, c'est pas un autre quinquennat qui commence ce week-end? Non, je crois pas. Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Je crois qu'il y a une confusion entre François Hollande et le président de la République. Bien sûr, c'est le même individu. Mais il est président de Mais la c'est la République. fonction présidentielle qui est renforcée. Le débat politique français va reprendre. Les difficultés qu'il avait face à l'opinion vont revenir. Il le sait. Il n'a pas agi pour son image. Il a agi en fonction et en responsabilité. Donc, on va continuer le quinquennat. L'histoire de France va être marquée par cette journée, donc le quinquennat aussi. Mais il y aura pas, tout ne va pas changer miraculeusement. Et on retrouvera nos difficultés politiques, soyons sincères. Et il faudra s'y attendre. Et ce n'est pas normal parce que, vous savez, c'est peut-être la conclusion du propos que je veux tenir. La démocratie, elle ne se bat pas pour avoir des héros et des journées extraordinaires. Vous savez pourquoi on se bat? Pour les petites journées ennuyantes où on râle, mais où on rentre chez soi, vivant, et où on peut voir ses enfants. C'est pour ça qu'on pense aux autres qui sont tombés. Parce qu'en fait, journalistes, politiques, ouvriers, artisans, commerçants, c'est ça la vérité du vrai combat qu'on doit mener. Et donc, on doit retrouver une vie normale en France. C'est indispensable. On doit vivre ni sous la terreur, ni sous les régimes d'exception, ni sous la peur, ni sous les rêves. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose. Si je me bats, c'est que j'ai toujours aimé mon pays, pas que d'un dimanche. Moi, je n'ai pas été que fier de la France dimanche. En fait, j'aime bien la France. En fait, je suis comme beaucoup, avec ses défauts, avec ses qualités. C'est un pays qui doit continuer à avoir confiance en lui-même et être ce qu'il est. Voilà. C'est ce qui fait notre particularité, c'est ce qui fait que le monde ne nous a pas vus et n'a pas vu ces attentats comme étant simplement une étape, un attentat de plus, mais plutôt l'attentat de trop. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Malek Bouti d'être venu y participer. Merci messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui ont débattu, même si on n'a pas pu évidemment poser toutes les questions. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.